Le président Trump se présente souvent comme un médiateur indépendant qui essaie simplement de rapprocher la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Il aurait peut-être dû avoir une discussion un peu plus approfondie avec son secrétaire d'État, qui, lors d'une récente audition au Congrès, a déclaré « Non, nous ne sommes pas du tout indépendants. Nous avons choisi un camp, et ce camp, ce n'est pas la Russie. » Mais le président Trump semble toujours vouloir parler de réconciliation, alors que d'autres, visiblement, ont bien reçu le message, en Ukraine comme en Europe. Et eux paraissent plus enthousiastes que jamais. Non pas à l'idée de parler diplomatie, mais plutôt de se diriger vers une solution militaire. À mon avis, ça va pas très bien passer, et on va voir comment tout cela influence à la fois le camp russe et la guerre en général. Et aujourd'hui, nous retrouvons Jim Jatras pour en parler plus en détail. Jim est un ancien diplomate américain et un ancien conseiller républicain au Sénat sur les questions de politique étrangère. Vous voyez son identifiant là, Jim Jatras. Jim, bienvenue à nouveau dans l'émission. Daniel, ravi d'être à nouveau ici. C'est un plaisir d'être avec toi. Eh bien, écoutez, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On va commencer par le volet diplomatique. Plus tôt, je crois que c'était aujourd'hui, au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, pas Mike Walsh, mais un autre membre de notre corps diplomatique, est intervenue. Et à mes oreilles, et dites-moi si vous entendez autre chose, elle a semblé dire à la Russie, « Vous savez quoi, vous devriez simplement abandonner. » Le secrétaire Rubio l'a clairement dit la semaine dernière. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un désastre stratégique. Ses raffineries de pétrole sont en feu et la Russie perd maintenant environ 5000 personnes par mois. Moscou n'arrive pas à atteindre ses objectifs sur le champ de bataille. L'escalade n'y changera rien et ne fera qu'aggraver le désastre. Cette guerre doit s'arrêter maintenant. Ça suffit. Alors, le président Trump est arrivé au pouvoir en disant qu'en 24 heures, il allait régler cette guerre. On a d'ailleurs montré récemment un extrait de 2023, au tout début de la campagne présidentielle de 2024. Il disait, en direct sur Fox News, « Je connais Zelensky, je connais Poutine, je connais leurs points de pression. Je pourrais réunir ces deux types et régler ça en une journée, 24 heures. Ce ne serait même pas difficile. » Et nous voilà, je dirais, environ 17 mois plus tard, depuis qu'il a pris conscience de la situation. Et maintenant, on a l'impression qu'il dit simplement, « Vous savez quoi? Laissez tomber. Pourquoi vous n'arrêteriez pas tout? » Comment est-ce que vous interprétez ça? Eh bien, vous savez, colonel, c'est difficile de croire à quel point si peu de choses ont changé, alors que cette guerre continue, mois après mois après mois. Et pour être juste envers l'ambassadeur là-bas, je pense qu'il joue une très mauvaise main, mais qu'il la joue plutôt bien. Je suis sûr qu'on va parler de ce que les Russes pensent et font en ce moment. Mais il semble que, par leur retenue, et malgré tous les signes contraires, malgré tous les espoirs, ils continuent d'attendre une sorte de règlement diplomatique. Et ça permet non seulement aux États-Unis, mais aussi aux Européens et au régime de Kiev de continuer à faire monter la pression, à provoquer les Russes et à rester totalement intransigeants sur toute idée de compromis, dans l'espoir que les Russes finissent par céder. Je ne pense pas qu'ils le feront. Mais en même temps, ils ne semblent pas non plus avoir la moindre envie d'en finir avec cette histoire. Les Russes, clairement, n'ont pas du tout envie d'y mettre fin. En tout cas, pas d'une manière qui nous conviendrait, ni d'une manière qui conviendrait à Zelensky. En réalité, ils sont restés très constants dans leurs exigences depuis le début de la guerre. On a souvent parlé du fait que la diplomatie, avant la guerre, aurait pu l'éviter, et qu'après un mois et demi de conflit, à Istanbul,
elle aurait pu y mettre fin dans de bien meilleures conditions. Et depuis juin 2024, c'est devenu assez clair. Les 4 oblasts annexés en 2022 doivent revenir à la Russie. Il faut une démilitarisation, une dénazification et bien sûr un statut indépendant pour ce qu'il reste de l'Ukraine. Ils n'ont pas vraiment changé de position. Donc, à moins que la partie russe accepte d'oublier tout ça, et franchement, ça me paraît pas très probable, on n'aboutira pas à une solution diplomatique. Ce qui laisse en réalité une seule option possible, la voie militaire. Et l'ambassadeur là-bas a mentionné le secrétaire Rubio. Voici ce qu'il a réellement dit. Je pense que c'est bien établi. Nous avons été très impliqués pour essayer de faire venir les 2 parties à la table des négociations. Nous y avons consacré beaucoup de temps. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune des 2 parties n'a accepté de faire les concessions nécessaires, surtout du côté russe, pour parvenir à la paix. Nous restons prêts à jouer tout rôle possible dans ce contexte, pour aider à instaurer la paix, parce que nous pensons que la guerre en Ukraine, une guerre dévastatrice, n'a pas de solution militaire. Elle ne peut être résolue que par la voie diplomatique. Et jusqu'ici, cette voie n'a pas porté ses fruits. Je dirais qu'il s'agit de défis qui se poursuivent. Cela dit, soyons clairs. Pour être honnête et juste, nous ne sommes pas des médiateurs impartiaux dans cette guerre. Nous ne fournissons pas d'armes à la Russie. Nous en fournissons uniquement à l'Ukraine. Nous n'imposons pas de sanctions à l'Ukraine, nous en imposons seulement à la Russie. Donc, oui, nous avons clairement pris parti. Nous continuons d'ailleurs à vendre des armes à l'Ukraine par le biais du programme Pearl, sans être freinés par ce qui se passe au Moyen-Orient ou ailleurs. Et, écoutez, nous aimerions vraiment que tout cela se règle par la négociation. Mais pour l'instant, les perspectives ne sont pas très encourageantes. Aucune des 2 parties ne semble prête à faire les concessions nécessaires pour parvenir à un accord. Allez, aide-moi un peu là, sur le plan diplomatique. Voilà le principal diplomate des États-Unis, le secrétaire d'État, qui commence son propos en disant « Nous aimerions parvenir à un règlement négocié ». Et ensuite il dit « Mais tout ça, on l'a laissé tomber, et maintenant, on aide juste un camp ». Bien sûr, il ajoute qu'il aimerait voir les 2 parties trouver un accord. Mais ce qu'il dit en réalité, c'est que, puisque le camp ukrainien ne veut pas céder face au camp russe, eh bien maintenant, comme tu l'as dit, Art, on va leur donner des armes. Alors, diplomatiquement, quel levier, quelle marge de négociation l'Ukraine pourrait-elle encore avoir pour faire des concessions si on est en train de lui fournir des armes? Bien sûr que non. Le camp ukrainien non plus. Et soyons honnêtes, je ne pense pas que l'Ukraine, le régime de Kiev, ait vraiment beaucoup de marge de manœuvre. En réalité, ils servent surtout de relais à Washington et à nos alliés européens. D'ailleurs, M. Rubio a déjà été très clair là-dessus. Il a dit au tout début de cette administration que nous participions à cette guerre en Ukraine par procuration. À mon avis, le seul levier qu'ils ont, et c'est celui sur lequel je reviens toujours, se trouve du côté russe. Pour des raisons que je ne comprends pas entièrement, il semble qu'à Moscou, on entretienne encore cette illusion qu'un accord est possible, sinon avec les Européens ou avec Kiev, alors avec Trump. Je veux dire, vous savez, aussi récemment qu'au Forum économique de Saint-Pétersbourg, on a entendu M. Poutine parler de l'esprit d'Anchorage et de l'accord qu'il pensait avoir conclu à Anchorage avec le président Trump. Et cela, malgré toutes les preuves contraires qu'on voit ici, montrant clairement que ces gens n'ont aucune intention de conclure un accord raisonnable avec Moscou, encore moins de le respecter. Rappelons-nous, colonel, que ces 7 à 10 derniers jours, après l'attaque contre cette école où toutes ces jeunes filles ont été tuées, on a entendu beaucoup de nos amis dans les médias d'opinion alternative dire « Bon, cette fois, c'est fini ».
Les Russes ont décidé d'en finir avec les gants. Ils vont raser Kiev. Ils veulent éliminer le régime de Kiev, occuper la ville et détruire l'État ukrainien. C'est terminé, tout ça. Ils misent sur une solution militaire. Et depuis, qu'est-ce qu'on a vu? Absolument rien. Toujours la même chose. Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'à un moment, s'ils font preuve de retenue, quelqu'un, quelque part, va leur proposer un accord raisonnable? Alors que même un enfant de 3 ans verrait bien que ça n'arrivera jamais. Allez, Danny, il faut que tu te connectes. Désolé pour ça, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oui, j'ai eu pas mal des mêmes problèmes avec ça et ça m'a vraiment laissé perplexe. Parce que ce n'est pas comme si on avait attribué quelque chose à la Russie qui, disons, aurait pu les faire exploser de colère. Les Russes eux-mêmes l'ont dit. Pas mal de gens ont affirmé qu'ils étaient vraiment furieux, qu'ils avaient lancé de gros avertissements à tous les diplomates de l'OTAN, en disant « Si vous ne voulez pas perdre votre personnel diplomatique, il vaut mieux les faire sortir de Kiev, et ainsi de suite. » Et puis, quelques jours plus tard, il y a eu un autre argument qu'on a beaucoup entendu. Il y aurait eu environ 600 drones envoyés en Ukraine, plus un paquet de missiles, rien de différent de ce qu'on avait déjà vu auparavant. Et depuis, littéralement, plus rien. Et les cibles touchées n'étaient guère différentes non plus. Alors, il faut se poser la question, et regardons ça un instant du point de vue russe. Pourquoi faire tout ce vacarme pour au final refaire exactement la même chose qu'avant? Encore une fois, ça me laisse perplexe. Je pense qu'on peut faire certaines hypothèses, même sur le type d'influence corrompue qui existe à Moscou. On aime bien se dire qu'on voit toutes les influences corrompues dans les pays occidentaux, celles qui faussent nos politiques de différentes manières. Ah, les Russes, les Chinois, les Iraniens, eux, ils ne feraient que défendre leurs intérêts nationaux. Mais enfin, regardez, M. Poutine aussi joue les équilibristes. Il a des intérêts oligarchiques à protéger. Il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à cette guerre, dont il doit aussi tenir compte de leurs intérêts. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui poussent pour une fin rapide et victorieuse de cette guerre. Et sa tendance, c'est de ne pas décider, de faire les choses à moitié, un peu de ci, un peu de ça, et d'essayer de s'en sortir comme ça. Puis, il parle de son ami Donald, et il rejette la faute sur les Européens ou sur l'Ukraine, sans vouloir admettre que la politique américaine reste la même, infliger une défaite stratégique à la Russie. Je ne sais pas pourquoi il refuse de le reconnaître ou d'agir en conséquence, ni ce qu'il pense que ça va donner. Mais au fond, tout ça veut dire une chose. Beaucoup plus d'Ukrainiens vont continuer à mourir, beaucoup plus de Russes aussi, et l'escalade va continuer de monter. Ou du moins, c'est ce que certains peuvent penser. Je veux dire, on n'a pas vraiment vu d'escalade, même si nous avions reçu l'ambassadeur Polyansky dans notre émission il y a environ 3 semaines. Il est aussi passé dans plusieurs autres émissions où il a tenu des propos encore plus fermes. Je ne parle pas des Russes. Je parle du camp occidental. On continue de monter les marches de l'escalade en frappant des cibles à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Peut-être qu'on verra encore des attaques contre leur système de dissuasion stratégique, comme on en a déjà vu par le passé. Ce que je veux dire, c'est que selon moi, c'est notre camp qui pousse cette escalade, en espérant qu'à un moment, les Russes se disent « Bon, on va se contenter de la moitié du gâteau ». Vous savez, j'ai envie de me moquer de ça et de dire à quel point c'est une idée stupide. Mais regardons ça dans son contexte, parce que je pense que vous soulevez un point vraiment important. Donc le camp ukrainien frappe cette université à Starobilsk et tue tous ces jeunes. Ça provoque une indignation énorme dans l'opinion publique,
dans toute la partie occupée de l'Ukraine où se trouvent les forces russes et aussi au sein de la population russe. Ils lancent toutes sortes de menaces et au final, la réponse est dérisoire. Rien de différent de ce qu'ils faisaient déjà et rien depuis ce moment-là. Après ça, après cette réaction plutôt molle, on dirait que Zelensky s'est senti encouragé, un peu plus sûr de lui. Et ensuite, il a frappé Saint-Pétersbourg pendant cette conférence, je crois, à 2 reprises. Il y avait pas mal de vidéos impressionnantes de son point de vue, avec de gros nuages de fumée et tout ça, donnant l'impression que la Russie ne peut rien arrêter, à un moment où c'était pourtant un enjeu crucial pour Poutine. Et malgré tout, rien ne s'est passé après ça. Alors, est-ce qu'il y a une chance que les Européens et les Ukrainiens aient raison, que finalement, la Russie ne fasse peut-être rien? Je suppose que c'est vrai. Et c'est pour ça que, comme je le dis, l'Occident joue une mauvaise main, mais il la joue très bien sur le plan militaire. L'Ukraine, elle, est dans une situation militaire extrêmement périlleuse. C'est là que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec M. Rubio. Moi, je pense qu'il existe une solution militaire à cette guerre. C'est la question que beaucoup de gens se posent depuis très longtemps. Pourquoi Moscou n'a-t-elle pas frappé les centres de commandement et les cibles politiques en Ukraine? Pas seulement les bâtiments de l'administration présidentielle, mais aussi le SBU, le GRU, le renseignement militaire, les bureaux de recrutement et toute l'administration qui enrôle ces hommes et les envoie à la mort. Je veux dire, les ponts sur le Dniepr, ceux qui sont indispensables pour ravitailler leur armée à l'Est. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses que Moscou pourrait faire si elle voulait vraiment imposer un règlement militaire. Mais elle ne le fait pas. Tout me semble plutôt pédagogique. La question, c'est comment faire suffisamment pression sur l'Occident pour qu'il accepte un accord aux conditions de la Russie, celle de juin 2024. Les 4 oblasts, la Crimée, la démilitarisation, la dénazification, et ainsi de suite. Un accord qui reposerait sur des garanties politiques de l'Occident, garanties qui, vu l'expérience passée, ne seraient tout simplement pas respectées. C'est cette question-là qui plane depuis le début. Et rien, ces dernières semaines ou ces derniers mois, n'a changé cela. Et vous savez, vous avez évoqué la difficulté du côté militaire de l'Ukraine. Il s'agit de Yulia Mendel, qui était auparavant, pas une représentante politique, mais médiatique, de Zelensky, le président ukrainien. Je me suis un peu emmêlé avec le nom. Donc son ancienne porte-parole, voilà. Elle a publié aujourd'hui une vidéo qui montre la situation la plus récente. Des Ukrainiens, armés de pelles, repoussant des hommes venus pour mobiliser de force certains soldats. C'est dire à quel point la situation devient grave à l'intérieur du pays. Ce rapport choquant, a-t-elle précisé, provient d'une région de l'ouest de la Pologne. Et puis Doug McGregor a dit plus tôt aujourd'hui que c'était un point important parce que ça se passe justement dans la partie de l'Ukraine la plus pro-ukrainienne, la plus pro-occidentale. Et même là, on commence à voir des signes de rébellion. Alors on peut se demander combien de temps ça peut encore durer. Mais bon, ça fait déjà longtemps que ça tient et rien ne montre que ça va ralentir de sitôt. Alors, comment vous voyez cette dynamique? Regardons d'abord le volet militaire entre les 2 camps. Lequel est sur la meilleure trajectoire selon vous? Le camp ukrainien et européen ou le camp russe? Alors, on attend un extrait, c'est ça? Non, c'était ma question pour vous. Je suis désolé. Je pense que militairement, encore une fois, les Russes ont l'avantage. Mais, pour les raisons qu'on a évoquées, on dirait qu'ils ne veulent pas vraiment s'en servir. Militairement, l'Ukraine et l'Occident sont dans une position beaucoup plus faible. Mais ils semblent prêts à aller plus loin sur le plan politique.
en comptant sur le fait que les Russes se comporteront de manière plutôt raisonnable. Un autre exemple, dans l'extrait que vous venez de montrer. À chaque fois qu'on attaque un pays, on dit qu'on est là pour le libérer, pour changer le régime, pour libérer le peuple iranien, et ainsi de suite. Les Russes et les Ukrainiens, en réalité, ce sont essentiellement le même peuple. Sur le plan ethnique, il y a très peu de différence entre eux, à peu près comme entre les Saxons et les Bavarois en Allemagne. Franchement, c'est pas si différent que ça. Et on pourrait penser que d'un point de vue de propagande, ils diraient bon, ça suffit, ce régime doit tomber. Nous allons libérer le peuple ukrainien de cette dictature qui envoie ses hommes à la guerre et les fait tuer par milliers. Est-ce que vous entendez quelqu'un à Moscou dire ça? Non, on ne les entend pas le dire. Encore une fois, ils semblent complètement sourds politiquement, non seulement sur le type de personnes avec qui ils négocient, mais aussi sur la manière, militaire et politique, qui leur permettrait d'atteindre leurs objectifs déclarés. La dénazification, la démilitarisation, et ainsi de suite. Franchement, je vous le dis, je suis déconcerté. Je ne comprends pas comment ils peuvent être aussi maladroits quand il s'agit d'atteindre leurs propres objectifs. Ils continuent de croire que leur ami Donald va leur sortir quelque chose du chapeau, alors qu'on a M. Rubio qui vient de dire exactement ce qu'il a dit aujourd'hui. Je veux dire, on soutient les Ukrainiens, on les aide dans cet effort de guerre, et eux, les Russes, agissent comme si on n'était pas partie prenante du problème, ou peut-être même la source du problème qu'ils affrontent en Ukraine. Franchement, c'est difficile à expliquer en termes politiques normaux. Je vais vous montrer quelque chose dans quelques minutes qui va renforcer vos inquiétudes sur ce point. Mais d'abord, j'aimerais qu'on regarde autre chose. Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il existe une situation quelconque qui pourrait provoquer en Russie une sorte d'indignation à la fois politique et personnelle, au point de les pousser à prendre cette décision? Dire bon, ça suffit, on y va. Pour rappel, cette guerre a commencé selon la version russe, parce que l'OTAN allait s'imposer et s'implanter durablement en Ukraine. L'Ukraine devait rejoindre l'OTAN. Ils l'avaient déjà dit lors du sommet de Bucarest en 2008, et ils ont continué à le répéter jusqu'en décembre 2021. Ils insistaient, l'Ukraine fera bien partie de l'OTAN, et ainsi de suite. D'après Jens Stoltenberg, et je crois que c'était en 2023 quand il l'a dit publiquement, avant la guerre, Poutine avait prévenu l'OTAN. Nous attaquerons l'Ukraine si vous continuez à vouloir intégrer l'OTAN en Ukraine. Et Stoltenberg s'en est moqué, en disant qu'évidemment, il n'allait pas signer un tel accord. Poutine a ensuite fait exactement ce qu'il avait annoncé. Tout ça à cause de l'OTAN. Le dossier de juin 2024 dont vous parliez précisait clairement « pas d'OTAN » et ainsi de suite. À la lumière de tout ça, j'ai été personnellement choqué d'entendre et surtout de voir à quel point le président Zelensky, aujourd'hui, dans un forum rassemblant plusieurs dirigeants européens, a évoqué la question de l'OTAN avec autant de calme. Regardez. Comme l'a dit un partenaire aujourd'hui pendant notre réunion, l'Europe ne peut pas se protéger sans l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine doit faire partie de l'OTAN et je remercie tous les partenaires d'avoir reconnu cela. Il y a 3 priorités essentielles. D'abord, rendre la diplomatie plus active. Nous avons discuté aujourd'hui de la manière d'y parvenir. Ensuite, fournir à l'Ukraine une défense aérienne et renforcer notre coopération pour rendre l'Europe plus forte. Je suis reconnaissant envers tous les pays qui contribuent à notre programme jusqu'à ce que l'Europe dispose de suffisamment de capacités propres en matière de défense aérienne et de production antibalistique. C'est vraiment important de continuer à soutenir cet effort. Et bien sûr, nous avons aussi parlé de nos décisions européennes,
et de notre travail commun pour renforcer les capacités de défense aérienne, construire des systèmes antibalistiques européens et développer la production ici, en Europe. Donc, il a dit ça vraiment comme si de rien n'était. Oui, tout le monde dit qu'on doit rejoindre l'OTAN, et je suis d'accord. Et puis, il est passé à autre chose. Personne n'a réagi, pas un mot de plus là-dessus pendant la conférence. Personne n'a dit « Non, on n'a jamais accepté que vous rejoigniez l'OTAN ». Apparemment, le silence vaut approbation. Je ne sais pas. Mais le simple fait qu'il ait dit ça, je vous garantis que ça va faire écho à Moscou. Ou du moins, c'est ce que je pense. Qu'en pensez-vous? Eh bien, encore une fois, on pourrait penser que ça ferait écho à Moscou. Je veux dire, regardez, il est on ne peut plus clair qu'une des causes fondamentales de la guerre reste bel et bien sur la table du côté occidental. Et personne, du côté occidental, ne s'en est détourné. À chaque fois que je regarde une de ces auditions au Sénat, je me demande toujours pourquoi quelqu'un comme Ron Paul ou un autre sceptique de notre politique ne demande pas à Marco Rubio, à Pete Hegseth ou à quelqu'un d'autre. Est-ce que cette administration soutient toujours la déclaration de Bucarest de 2008, selon laquelle l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN? Est-ce que c'est toujours la politique de cette administration? Parce qu'ils ne l'ont certainement pas renié. Ils ne l'ont certainement pas renoncé. Donc, si une partie de la raison fondamentale pour laquelle les Russes ont lancé cette opération, c'est que l'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'OTAN. Et bien sûr, ils ne parlent pas non plus de s'opposer à une adhésion à l'Union européenne, puisque l'UEME est en train de devenir, d'une certaine manière, une organisation quasi militaire et plus seulement économique. Comment les Russes réagissent-ils à ça? Vous savez, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que notre ami commun, Doug McGregor, disait plus tôt aujourd'hui dans votre émission. À moins que les Russes ne prennent le contrôle de Kiev et ne démantèlent en quelque sorte l'État, il n'y a tout simplement aucun moyen pour eux d'atteindre, même minimalement, les objectifs qu'ils ont annoncés pour cette opération. Eh bien, voyons un peu ce que les Russes ont dit. J'ai mentionné tout à l'heure votre remarque sur le fait que les Russes semblent encore garder un certain espoir d'une solution diplomatique grâce au président Trump. Voici un Dmitri Peskov, très mesuré, qui aborde ce sujet. Quant au rôle des Européens comme médiateurs, il semble qu'ils soient encore loin d'être prêts à agir en ce sens. D'abord, lancer une médiation en posant des conditions à la Russie, c'est sans doute illogique, inexact et bien sûr inacceptable pour nous. Et surtout, d'après ce que nous voyons, les Européens préfèrent clairement se concentrer sur la poursuite de la guerre plutôt que sur des négociations de paix. Ensuite, dans cette même interview, il a abordé une autre question. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré des responsables européens et ils se préparent à aller en Russie pour voir s'ils peuvent encore une fois relancer une forme d'activité diplomatique pour revenir dans le jeu. Mais ce qui frappe, c'est le ton calme avec lequel Dmitri Peskov dit que, eh bien, les Européens semblent être plus concernés par tout ça. Les Européens, selon lui, sont totalement opposés à toute forme de diplomatie. Ils n'en parlent même pas. Alors on se demande un peu où il veut en venir avec ça. Peut-être que Poutine devrait virer ce type et embaucher cette Yulia Mendel. Franchement, elle a l'air bien plus compétente que Peskov. Non seulement il semble sur la question européenne, alors que, comme tu le dis, c'est évident du côté des Européens, continuer à accorder le bénéfice du doute à l'administration Trump. Et ces deux personnages, enfin, est-ce que quelqu'un s'est plus discrédité que Kushner et Witkoff? Et pourtant, on continue à les prendre au sérieux. Comme je l'ai déjà dit,
Je sais que tu invites des gens dans ton émission qui sont censés savoir de quoi ils parlent. Mais là, je suis complètement perplexe. Franchement, je ne comprends pas pourquoi les Russes agissent de façon aussi désinvolte ici. Écoutez, la version la plus favorable que je puisse donner, c'est qu'ils savent très bien que tout ça n'a aucune issue et qu'ils essaient juste, peut-être, de nous promener un peu, de faire semblant de négocier, de discuter, alors qu'en réalité, ils se préparent à une solution militaire à ce conflit. Cela dit, je ne vois aucun signe concret qu'ils aient vraiment l'intention de le faire. Peut-être que ça changera la semaine prochaine. Peut-être qu'on verra une attaque massive contre les centres de commandement en Ukraine. Peut-être qu'on verra quelque chose pour couper la logistique de leur armée, ce qu'on n'a pas encore observé jusqu'à présent. C'est peut-être ça, leur vrai plan. Et pour l'instant, ils nous tiennent un peu en haleine, le temps de préparer leur coup décisif. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit probable. À mon avis, on assiste encore une fois au même scénario. Ils s'enferment dans cette idée qu'ils peuvent projeter une apparence de normalité sur leurs partenaires, en se disant que quelqu'un finira bien par constater l'équilibre des forces militaires et en tirera la conclusion logique. Parce qu'après tout, personne ne veut voir tous ces hommes mourir en Ukraine. Eh bien, franchement, je ne crois pas que le régime de Kiev, ni les Européens, ni les Américains, se soucient vraiment du nombre d'Ukrainiens qui meurent dans cette guerre. Oui, je pense que les preuves sont assez solides à ce sujet. Regardons un peu plus haut dans la hiérarchie, du côté russe. Et là, dans cet échange avec Sergueï Lavrov, c'était, je crois, hier ou avant-hier, il semble un peu plus agité que Peskov et un peu plus intéressé par l'aspect militaire. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, avec Zelensky, ont signé un document de soutien stratégique à ce régime. Il s'agit de préparer le déploiement de forces dites de stabilisation, en réalité des forces d'occupation, sur ce qu'il restera de l'Ukraine après le conflit. L'accord prévoit aussi que des armes supplémentaires à longue portée seront livrées à l'Ukraine afin de frapper le territoire russe, y compris en profondeur à l'intérieur du pays. Alors ça veut dire que, oui, on va simplement continuer avec la même approche progressive qu'on suit depuis 4 ans et demi. Il veut dire qu'il va passer à la vitesse supérieure. Enfin, comment tu interprètes ce qu'il a dit, toi? Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, si on s'en tient à ces mots. Mais je dirais quand même ceci. Souvent, on a cette idée que les gens au ministère des Affaires étrangères ou au département d'État veulent toujours négocier, que tout doit passer par la diplomatie. Alors que de l'autre côté, ceux du ministère de la Défense ou de la Guerre, c'est plutôt bombarder, bombarder, tuer, tuer. On dirait presque un général sorti de Mars Attacks. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Monsieur Lavrov, par exemple, est un professionnel accompli. Et au fond, la diplomatie ou la guerre, ce n'est jamais que la politique sous d'autres formes. Je pense qu'il voit bien la réalité. Il n'y a aucune perspective de négociation. Et d'ailleurs, on remarque que ce n'est pas son ministère qui mène ces discussions avec les deux types que Trump envoie. C'est ce gars, Dmitriev, un autre financier, qui représente, en gros, les intérêts des oligarques en Russie. Il ne défend pas vraiment les intérêts de l'État russe, comme le fait M. Lavrov. Donc, à mon avis, il sait très bien où on en est. La réponse devra être militaire, parce qu'il n'y a aucune chance d'un accord négocié. On sent bien sa frustration. Et parmi ceux de l'establishment russe, et une grande partie du public, je dirais même la majorité,
Il y a cette volonté de voir la guerre se terminer par une victoire, et assez rapidement. Pas de la laisser traîner pendant des années, pendant que l'Occident continue d'escalader et que le risque d'une guerre générale avec l'OTAN augmente encore et encore, à cause du refus des Russes d'exploiter leur avantage, parce qu'ils gardent l'espoir d'un règlement diplomatique. Je pense qu'il dit, en substance, que ça n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je crois qu'on n'a pas encore la réponse à cette question. Et ça, c'est peut-être un autre indice, ou peut-être encore plus de brouillard de guerre, si on veut, venant du patron de Sergueï Lavrov, Vladimir Poutine, à qui il faisait référence en disant « Vous savez, il faudra gagner ça sur le... » Il a dit, comme Poutine l'a dit, il faudra gagner ça sur le champ de bataille. Eh bien, voici ce que Vladimir Poutine a déclaré à ce sujet. Et cette lettre, dont nous venons de parler, contient effectivement des éléments de trahison. Qu'est-ce que c'est, au juste? Est-ce une manière de créer les conditions pour des rencontres et des négociations en personne, ou bien de rendre toute rencontre personnelle impossible? Je pense que c'est la deuxième option. Et c'est pourquoi il faut s'adresser non pas aux auteurs de cette lettre, ni aux amateurs du genre épistolaire, mais à nos soldats, là où se trouve la ligne de contact. Et maintenant, en m'adressant à eux, je veux dire camarades, soldats et marins. Fait intéressant, la foule a éclaté en applaudissements quand il a dit qu'il faudrait gagner ça en première ligne. Visiblement, ça a parlé à beaucoup de gens. Now, interesting, the crowd erupted into applause when he said that we'll have to win this on the front line. So that seemed to resonate with a lot of people. And then he kind of, at the end, didn't imply any... Et puis à la fin, ça n'impliquait rien de vraiment nouveau. C'était juste, en gros, on compte sur vous. Donc j'imagine qu'il faut continuer comme avant. Mais on peut se demander pourquoi, parce qu'il y a eu, disons, des signaux assez contradictoires venant de Russie. Peut-être que vous pouvez expliquer pourquoi, selon vous, c'est le cas. D'un côté, il y a eu ces déclarations dont je parlais tout à l'heure. Quelque chose de grand arrive, on va frapper fort, Kiev ferait mieux de partir tant qu'il en est encore temps. Medvedev faisait partie de ceux-là, il a même mené la charge, en quelque sorte. Mais de l'autre côté, ces derniers jours, disons depuis une semaine ou 10 jours, d'autres responsables ont dit au public « Attention, cette guerre pourrait durer longtemps, peut-être encore plusieurs années, comme pour calmer tout espoir d'une solution rapide. » Donc oui, ce sont des messages très contradictoires. Alors, avec tout ça en toile de fond, comment interprétez-vous le message du président Poutine? Eh bien, si ça paraît contradictoire, c'est parce que ça l'est. C'est incohérent. Je veux dire, regardez, on a la même chose ici dans notre pays. Soutenez nos troupes. Allez, allez, allez. Et c'est très bien. Tout le monde devrait soutenir les troupes. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et évidemment, ça parle aux gens, surtout à ceux qui veulent voir cette guerre se terminer sur une victoire, en atteignant réellement les objectifs annoncés. Mais en même temps, sur le plan politique, il mène une politique qui n'est pas vraiment en accord avec cette attitude de fermeté, si on peut dire. Il continue à espérer un mirage. Et cette incohérence, cette contradiction, je pense qu'elle est malheureusement intégrée à la politique de l'administration Poutine. Je suis sûr qu'il y a des raisons liées aux personnes en place. Il y a aussi des intérêts économiques, personnels et d'entreprises qui entrent en jeu. Mais à un moment donné, on se dit que ça va forcément basculer d'un côté ou de l'autre. Et si ça bascule d'un côté, ce sera qu'il se contente de bien moins que ce qu'il pourrait obtenir militairement, en espérant, contre toute logique, que Donald Trump tienne ses promesses, ce que même les Iraniens ne croient plus. Ou alors, ils finissent simplement par faire ce qu'ils ont à faire sur le plan militaire,
ce pourquoi, d'après tous les signes, ils sont tout à fait capables, mais qu'ils ont, pour une raison ou une autre, retenu jusqu'ici. Oui, et je suis un peu perplexe, parce que j'entends sans arrêt des gens dire « Non, c'est exactement ce que la Russie va faire ». Mais en réalité, ils ne le font jamais. Et forcément, ça conduit à des déclarations de plus en plus arrogantes. Tout ce commentaire de Poutine-là faisait référence à la lettre de Zelensky, vraiment condescendante et insultante, que Poutine a qualifiée de grossière, et ainsi de suite. Surtout après la menace de « nous allons écraser Kiev », menace qu'ils n'ont finalement pas mise à exécution. Et on voit bien que Zelensky s'en est trouvé renforcé, parce qu'il se dit « bon, maintenant, je vais envoyer cette lettre, comme si c'était moi, le chef militaire qui te parle de haut ». Et puis on a vu l'ambassadrice américaine à l'ONU, plus tôt dans la journée. Je veux dire, on a l'impression que l'Europe suit cette voie. L'OTAN est de retour. On en parle à nouveau ouvertement, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Donc si du côté russe on se dit on va simplement user le conflit petit à petit jusqu'à finir par gagner, à moins qu'ils ne se disent vraiment oui, ça peut encore durer 2, 3, peut-être 4 ans avant qu'on y arrive. Et à terme, Jim, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que les chiffres finiront par parler, que les moyens du côté russe sont plus importants et qu'à la longue, ça peut basculer de leur côté. Sauf, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, s'il y avait une escalade de notre part, si on s'impliquait davantage d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui t'inquiète à ce sujet? Comment tu vois les choses évoluer? Eh bien, vous savez, depuis des semaines, on parle de ce que dit Sergueï Karaganov, qu'à un moment donné, les Russes devront riposter durement, non seulement contre le régime de Kiev, mais aussi contre certains États. Il vise uniquement les États européens, pas les États-Unis, ceux qui fournissent ces armes, et soyons honnêtes, qui donnent les ordres. Je veux dire, ces attaques contre la Russie, l'attaque contre Saint-Pétersbourg par exemple, est-ce qu'ils auraient pu faire ça sans le renseignement, le ciblage et toutes les informations fournies par l'Occident, surtout par nous, je pense. Et encore une fois, pour une raison, d'accord, très bien. Il reproche à Zelensky d'être irréaliste et insolent dans la façon dont il s'est adressé à lui. Eh bien, il a lui-même provoqué ce genre d'insolence avec sa retenue, puis en laissant entendre que « Oh, mais mon ami Donald essaie vraiment de trouver une issue à tout ça. » Franchement, il ne voit pas le tour de passe-passe qui se joue ici. On leur montre cette liste de petites querelles bidons entre les dirigeants européens, Trump, Zelensky et les autres, pendant qu'en réalité, la pression sur la Russie continue, en espérant que les Russes ne réagiront pas. Peut-être qu'à un moment donné, tu vois, les Russes n'ont pas de vitesse moyenne. C'est soit prudence, 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 jusqu'au moment où ils disent « Ah non, là ça suffit » et boum. Tu connais le dicton, les Russes mettent longtemps à atteler, mais une fois lancés, ils vont vite. Et peut-être qu'à un moment donné, quelque chose va se fissurer et ils vont réagir de manière excessive. C'est d'ailleurs une de mes inquiétudes. Si l'autre camp, celui qui est très frustré par cette approche du genre « prudence, 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 cherchons une solution négociée », finit par comprendre que ça n'arrivera pas et qui prend l'avantage, est-ce qu'il va alors surréagir au lieu de faire ce que la logique militaire recommande depuis longtemps pour mettre fin à cette guerre? Encore une fois, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on ignore à l'intérieur de cette boîte noire qu'est le gouvernement russe. Peut-être une douzaine d'hommes au Kremlin qui prennent vraiment les décisions, avec un seul homme au bout du compte, qui tranche et qui, par nature, est plutôt un équilibriste. Jusqu'à présent, son attitude, c'est la prudence, encore la prudence. Parce que selon lui, mon ami Donald va finir par obtenir quelque chose. Même si franchement,
Un enfant de 3 ans devrait comprendre que Donald n'en est pas capable. Il n'a tout simplement pas les moyens de conclure un accord sur lequel on puisse compter, que ce soit pour les Russes, les Iraniens ou qui que ce soit d'autre. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas évident pour eux. Je veux dire, M. Ushakov, son principal conseiller, a été ambassadeur aux États-Unis, à Washington. Il sait très bien comment les choses fonctionnent là-bas. Alors quelqu'un devrait lui dire, « Monsieur le Président, vous attendez quelque chose qui n'existe pas. » Mr. President, you're holding out for something that ain't there. And he knows that, and maybe he's just jerking us. Il le sait. Et peut-être qu'il nous balade un peu, le temps de préparer leur prochaine étape. Ou peut-être pas. Beaucoup de gens très intelligents disent depuis 10 jours que tout ça va bientôt se terminer. D'accord, très bien. On ferme la porte et c'est fini. Mais on n'a encore rien vu de tel, n'est-ce pas? Et à mon avis, on ne le verra probablement pas. On va plutôt voir des petites avancées, des gestes progressifs du côté russe pour dire « Bon, maintenant, on est raisonnable. On veut trouver un terrain d'entente. Et nous, on va continuer à interpréter ça comme un signe de faiblesse. » Je veux dire, ils vont montrer ce dont ils sont capables, avec des arrestations et tout le reste, mais en même temps, ils montrent aussi qu'ils ne veulent pas vraiment utiliser ces moyens. Oui, écoutez, ce qui me décourage le plus, c'est que pendant que tous ces jeux politiques se déroulent, que ce soit à Bruxelles, à Moscou, à Kiev ou à Washington, des Ukrainiens meurent chaque jour. Des soldats russes aussi d'ailleurs, et ça devrait les troubler de leur côté. Mais le fait que tant d'Ukrainiens perdent leur vie, que leur ville soit réduite en ruine sur la ligne de front, c'est une tragédie humaine qui retombera sur tous ces hommes absurdes, incapables d'y mettre fin. J'imagine que c'est ça l'histoire de la guerre, malheureusement. Le truc, c'est que, si on regarde en arrière, pendant notre guerre de sécession, si vous étiez une puissance étrangère, observant avec un certain plaisir morbide les Américains s'entretuer, vous ne pouviez pas être plus heureux, pas vrai, si vous détestiez les Américains. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe ici. Ce sont tous des chrétiens orthodoxes, ce sont tous des Russes, qu'ils portent un uniforme ukrainien ou un uniforme russe. Et je pense qu'il y a des puissances dans le monde qui regardent ça et qui se disent, vous savez quoi? Laissons-les s'entretuer le plus longtemps possible, parce que, pour nous, c'est tout bénéfice. Eh bien, c'est une façon assez macabre de voir les choses, je suppose. Si c'est le cas, c'est juste une tâche de plus sur l'humanité. Écoutez, avant de vous laisser partir, j'aimerais avoir votre réaction à ce dont on avait parlé à la fin, ou peut-être au début, de notre précédente émission. Le président Trump a publié ceci, il y a quoi? Un peu plus d'1 heure et demie, je crois. Il dit « Je viens d'être informé par notre formidable armée que, la nuit dernière, les Iraniens ont abattu l'un de nos hélicoptères Apache ultramodernes alors qu'ils patrouillaient au-dessus du détroit d'Ormuz. Il y avait 2 pilotes à bord, ils sont tous les 2 sains et saufs. Souvenez-vous de ça. I have just been informed by our great military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were 2 pilots involved. Both are safe and uninjured. Remember that. Nevertheless, the United States must... Néanmoins, les États-Unis doivent forcément réagir à cette attaque ici. Je voulais vous montrer ça, parce que CNN et CBS News affirment toutes les deux qu'un drone iranien, Shahed, aurait abattu l'hélicoptère Apache américain. Et franchement, rien que ça me fait penser que c'est complètement bidon. Un drone Shahed, ça vole d'un point A à un point B. Ça n'a pas de manœuvrabilité. Alors qu'un hélicoptère, c'est extrêmement maniable. Il peut se déplacer dans tous les sens, monter, descendre, faire des cercles très serrés, tourner sur lui-même. Et un drone Shahed, lui, n'est tout simplement pas conçu pour faire ça. Et si, par hasard, l'appareil volait dans la mauvaise direction, eh bien, c'est toujours possible qu'il croise la trajectoire d'un autre vol, si l'hélicoptère n'était pas au courant.
La seconde où un drone Shahed le toucherait, les deux engins disparaîtraient dans une boule de feu. Personne ne survivrait à ça. Même si, entre guillemets, on se faisait simplement abattre, il est très difficile de survivre à un crash d'hélicoptère provoqué par des tirs ennemis. Le fait que les deux pilotes soient indemnes me fait penser qu'il s'agissait probablement d'une panne mécanique, si tant est que cet incident ait vraiment eu lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, Trump affirme qu'il va falloir riposter contre l'Iran. Pendant ce temps, CNN et CBS rapportent quelque chose que n'importe quel analyste militaire jugerait hautement improbable. Eh bien, vous savez, depuis une semaine environ, dans cette espèce de mer brûlante, je crois que c'est le meilleur mot pour la décrire, on a vu un schéma se répéter. Les États-Unis frappent les Iraniens de manière très ciblée, presque symbolique, sans doute pour les pousser à accepter les conditions qu'on essaie de leur imposer. Et en retour, ils réagissent avec ce que quelqu'un a décrit comme une réponse à 150%. Non seulement ils ripostent à l'attaque, mais ils en rajoutent pour que ce soit encore plus douloureux. Je ne sais pas vraiment quel était le plan. Que faisait cet hélicoptère à ce moment-là? Quelles étaient les raisons derrière tout ça? Est-ce que les Iraniens l'ont abattu délibérément? Ou peut-être, comme vous le disiez, c'était simplement une panne mécanique. Et peut-être aussi que tout ça sert juste de prétexte, une excuse pour que Trump leur porte un nouveau coup et essaye de les pousser à avancer vers les conditions qu'il espère leur faire accepter. Je ne pense pas que les Iraniens vont mordre à l'hameçon. Maintenant que Trump a publié ça, il va devoir agir. Les Iraniens vont réagir, c'est certain. En ce moment, on a M. Netanyahou qui dit qu'il va lever un peu le pied. Pour combien de temps? On n'en sait rien. Dans sa campagne au Liban ou dans ses frappes contre l'Iran. Mais là encore, je ne m'attends pas à ce que ça dure bien longtemps. Je pense qu'on est dans une sorte d'entre-deux, un moment de flottement, avec cette espèce de cessez-le-feu brûlant, coup pour coup, sans véritable issue. On dirait qu'aucun des deux camps ne veut vraiment reprendre les hostilités à grande échelle. D'autant plus que les Iraniens ont clairement prévenu. Si on en arrive là, les conséquences seraient très lourdes, aussi bien pour nous que pour les Israéliens. Gary, tu peux agrandir un peu pour qu'on voit le texte là, juste à droite. Parce qu'on dirait que c'est une sorte de réponse, je suppose, à la remarque du président Trump. Il est écrit « Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les forces étrangères proches du territoire iranien sont en danger permanent en raison de leurs propres erreurs humaines, d'accidents d'avion ou du risque d'être prises dans des tirs croisés. » Et il leur a demandé de partir. Il a dit ça il y a seulement 41 minutes, donc apparemment c'est en réaction à cet événement. Nous avons eu le professeur Mirandi de l'Université de Téhéran juste quelques instants après la publication de cette information. Il nous a dit, avant même de venir dans notre émission, qu'il avait contacté 2 sources distinctes au sein de l'armée iranienne. Elles lui ont affirmé « Nous n'avons absolument rien abattu ». Et elles ont ajouté « C'est juste un prétexte ». Elles ont aussi précisé que, quoi que fasse Trump, elles réagiraient sans aucun doute. Alors, qui sait si tout cela pourrait déclencher une véritable guerre? Rien que cet épisode met déjà fin à ce que vous appeliez ici un cessez-le-feu fragile. Mais il ne semble vraiment pas que cela aille dans le sens d'une résolution du conflit. Non, et je ne vois pas comment ce serait possible, colonel. Franchement, je ne vois pas qu'il y ait un accord à conclure. En dehors de ce que j'ai déjà dit, à savoir que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance pour respecter un accord, je ne vois pas à quoi cet accord pourrait ressembler. Ce serait soit une capitulation du côté iranien, ce qu'ils ne feront pas, soit une humiliation totale pour Donald Trump. En gros, il devrait se contenter de quelque chose d'encore pire que le JCPOA.
Les Iraniens ont d'ailleurs dit que l'une de leurs premières exigences, c'est la libération d'une grande partie de leurs fonds. Mais avec tout ce que Trump a dit sur Biden, les palettes de billets et tout le reste, il ne peut pas se permettre de faire ça. Et bien sûr, ces, disons, conseillers sionistes, à la fois dans son administration et en dehors, ne le laisseront pas faire. Le Congrès non plus ne le laissera pas faire. Donc en réalité, il n'a aucune marge de manœuvre. Oui, et c'est justement l'un des gros problèmes. Mais ensuite, c'est difficile à comprendre. Si vous n'avez nulle part où aller, si vous voyez que vous êtes coincé dans un cul-de-sac sans issue et que vous cherchez désespérément une sortie parce que vous savez qu'il faut en trouver une, alors pourquoi faire quelque chose d'aussi insensé? Comme dire, par exemple, je vais lancer une frappe relativement limitée. Parce qu'on pourrait imaginer qu'en représailles à un hélicoptère soi-disant abattu, on fasse quelque chose d'assez comparable. Mais ça ne mènera à rien. En revanche, ça pourrait provoquer une riposte bien plus importante de la part de l'Iran. Et le professeur Mirandi a fait remarquer que ces derniers temps, l'Iran ne répondait plus coup pour coup. Si on les frappe à un niveau 1, ils répliquent à un niveau 2. Si on les frappe à 2, ils répondent à 4. Ils ont choisi d'escalader pour dire « ne faites pas ça, il y a un prix à payer ». Donc, il est peu probable qu'on soit ici dans une logique de simple représailles équivalente. Alors pourquoi le président ferait-il ça? Quel serait l'intérêt pour les États-Unis d'agir ainsi? Tout à l'heure, je me disais que je ne comprenais pas pourquoi M. Poutine fait ce qu'il fait. Et maintenant, je dois me demander pourquoi M. Trump fait ce qu'il fait. Franchement, la seule explication qui me vient à l'esprit, c'est qu'il croit à sa propre propagande. Quelqu'un doit lui dire que la douleur économique infligée à l'Iran est plus forte que celle que subissent les États-Unis et l'économie mondiale à cause du détroit d'Ormuz, et qu'ils sont tout prêts, vraiment tout prêts, d'accepter les conditions qu'ils pensent pouvoir leur imposer. Et que si on les pousse juste un peu, s'ils sentent un peu plus de pression, ils finiront par accepter l'accord qu'ils veulent. Bien sûr, peut-être qu'on fera tout exploser après, qui sait. Mais malgré tout, je crois qu'il se dit que cette sorte de stratégie un peu brutale finira par les amener à conclure l'accord qu'il a en tête, en supposant qu'il en ait vraiment un. Eh bien, j'imagine qu'on va bientôt le savoir, parce que, d'après la façon dont le président Trump l'a dit, on dirait une frappe est imminente, que quelque chose va se passer très vite. On verra si c'est vraiment le cas. Il faut juste espérer que non. Et je suppose qu'on va simplement observer tout ça, en restant perplexe devant le fait que tant de gens fassent tant de choses qui n'ont aucun sens pour personne. Mais c'est comme ça, et on a vous remercie de l'avoir dit aussi clairement. Eh bien, merci. Merci, colonel. J'apprécie beaucoup. On a hâte de vous retrouver très bientôt. Merci d'avoir été là et d'avoir regardé avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner avant de partir. Et surtout, gardez un œil sur notre chaîne. S'il se passe quoi que ce soit à ce sujet, s'il y a des frappes ou des développements, vous pourrez revenir ici directement. On suivra tout ça de très près pour vous et on se retrouve très vite dans le Daniel Davis Deep Dive.